Alors, petite vidéo suite à l'intervention au discours de Bernard Cazeneuve sur les attentats de Paris, et notamment sur la mort d'Abaoud suite à l'intervention à Saint-Denis. Donc, je vous laisse écouter. Abdelhamid Abaoud a joué d'évidence un rôle déterminant dans ces attaques. L'enquête établira avec précision l'implication de ce ressortissant belgo-marocain. Elle permettra également de reconstituer le parcours de ce terroriste, originaire de Molenbeek en Belgique, qui avait rejoint la Syrie depuis ce pays en 2014. Aucune information émanant de pays européens dans lesquels il aurait pu transiter avant d'arriver en France ne nous a été communiquée, suggérant qu'il ait pu arriver en Europe et cheminer jusqu'à la France. Ce n'est que le 16 novembre dernier, postérieurement aux attentats de Paris, qu'un service de renseignement d'un pays hors d'Europe nous a signalé avoir eu connaissance de sa présence en Grèce. Donc d'après lui, les services secrets n'étaient pas au courant, on savait rien. Seulement il y a un document qui est assez intéressant, qui a été publié par Public Intelligence. Alors ce document a été publié en mai 2015. En mai 2015, suite à l'arrestation notamment de 15 terroristes, dont 13 en Belgique, qui voulaient faire des attentats sur le sol belge. Donc ce document est assez intéressant parce qu'il retrace un peu le parcours de cette cellule et d'Abaoud et de la surveillance qui était faite sur lui. Donc on peut y découvrir des choses suivantes. Donc en gros, on savait qu'il comptait attaquer plusieurs pays d'Europe, notamment il y avait sur la liste la Belgique, la France, la Grèce, les Pays-Bas, l'Espagne. On savait aussi qu'il donnait des directives depuis une maison en Grèce avec un téléphone cellulaire. Donc si on savait ça, ça veut dire certainement que le téléphone cellulaire était sur écoute. 13 arrestations ont été faites en Grèce et 2 en France, après avoir tracé les liens du réseau en Grèce. Donc ça veut dire, s'ils ont tracé les liens du réseau en Grèce, ça veut dire que c'est un réseau qui est sous haute surveillance. Donc c'est pas quelque chose on ne sait pas. Si on a tracé les liens du réseau, ça veut dire qu'on sait qui sont les membres du réseau et ils sont hautement surveillés. Alors plusieurs membres de la cellule semblent avoir été en mesure de communiquer, de se déplacer librement à travers les frontières pour faciliter la planification de l'attaque. Donc ça c'est ce qui est dit dans le document, et l'attaque c'est l'attaque qui a été démantelée à Verviers, donc une attaque terroriste qui a été démantelée, donc l'attaque n'a pas été démantelée, disons que le réseau était en partie démantelé, donc il y a eu 13 arrestations ce jour-là, 13 interpellations ce jour-là. Donc dans ce document, on peut aussi trouver des informations de ce type. Par exemple, pour diriger les opérations de la maison en toute sécurité à Athènes, Abaoud se vantait qu'il était capable de retourner en Syrie après le raid de Verviers. Donc le raid justement qui a permis l'arrestation de 13 terroristes. Donc qui était capable de retourner en Syrie malgré les mandats d'arrêt internationaux pour son arrestation. Donc ça c'est selon une interview en vedette dans le magazine de février d'Isil Dabik Magazine. Donc c'est en gros le magazine de Daesh. Donc le gars il passe les frontières sans problème et en plus il s'en vante, il dit bon bah voilà moi je peux traverser les frontières alors qu'il y a plusieurs mandats d'arrêt internationaux sur ma gueule, donc tranquille. Donc ça c'est assez sympa. Donc ensuite quand il est revenu de Syrie, on sait que ce groupe a fait des efforts considérables pour prévenir et limiter la capacité des forces de l'ordre de procéder à la surveillance technique. Donc du coup, ils savaient qu'ils étaient surveillés, donc ils ont mis certaines choses en place pour permettre d'être plus, entre guillemets, safe. Donc le chef de ce groupe aurait changé son téléphone cellulaire à 5 reprises et a encouragé les opérateurs à changer de véhicule souvent et de rechercher des véhicules en inspectant le dessous des véhicules pour voir s'il y avait des microphones. Donc ça c'est Abaoud qui a changé 5 fois de téléphone cellulaire. Donc il y a d'autres informations, on va dire, moins importantes. Mais ce qui est étonnant en fait, c'est de constater que ce genre de réseaux qui sont sous très haute surveillance peuvent quand même se permettre de faire des attentats
comme ça, avec des moyens absolument colossaux. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que avec les méthodes de surveillance qu'on a aujourd'hui, qui ne servent pas qu'à surveiller les terroristes, ce genre d'attentats se produisent encore. Donc on peut penser soit que les méthodes de surveillance ne fonctionnent pas, soit ils sont totalement incompétents pour surveiller réellement ce genre de réseau, ce qui serait relativement étonnant et peu probable, ou soit on peut se poser beaucoup de questions. Donc je vous laisse écouter l'avis de Pierre Conessa, qui est ex-haut fonctionnaire aux affaires stratégiques, donc sur les réseaux. Le coût de l'acteur solitaire, si vous voulez, c'est à la fois le risque qu'il est très difficile contre lequel il est très difficile de se prémunir, puisque ça peut être n'importe où, n'importe quand, mais l'avantage de cet inconvénient, c'est que le type ne peut pas monter un système trop compliqué. C'est-à-dire qu'il ne peut pas imaginer de faire un attentat organisé parce que tous les systèmes de surveillance démontent un réseau. Donc voilà, on sait qu'il y a des réseaux, on sait qu'il y a de l'argent derrière, et énormément d'argent. Il faut savoir quand même que Daesh a un patrimoine évalué à 2260 milliards d'euros. Donc c'est énorme, et un budget, le budget de 2015 était à 2,6 milliards d'euros. Donc ça fait énormément d'argent. C'est l'organisation terroriste certainement la plus puissante qu'on ait jamais vue. Donc il y a des questions qui se posent par rapport au financement, et à qui finance, et pourquoi personne n'attaque les financements de ce genre de groupe. Donc il y a eu un documentaire qui est passé sur Arte qui s'appelle Daesh, naissance d'un État terroriste. Et dedans, il y a des choses assez intéressantes. Moi, je vous laisse écouter. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont maintenu également en activité les banques. On estime qu'ils contrôlent à peu près 24 banques et branches bancaires, à la fois en Irak et en Syrie. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces banques fonctionnent toujours à l'heure où l'on parle. Ces banques effectuent des transactions internationales. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction pour l'instant. Donc voilà. Daesh contrôle 24 banques, et il n'y a pas de sanctions en fait. Non, parce que ils sont pas dangereux en fait. C'est pas grave en fait. On peut les laisser faire. Donc voilà. Donc, faites-vous votre propre avis là-dessus. Ça pose beaucoup de questions. Donc restez à l'affût, restez curieux, et surtout n'oubliez pas que l'ignorance c'est la force. Hein. Faut pas oublier ça. Voilà, bien à vous.